L'exposition de Jean-Luc Delagarrigue, Photographie habitée, est organisée selon 3 sections différentes. La première s'intitule La vitre invisible et elle commence par cette photographie qui s'appelle Rêve d'enfance, dont le titre peut être un peu trompeur puisque l'enfance n'est pas chez Delagarrigue un paradis perdu, mais une époque hybride avec effectivement ces émerveillements, toute la découverte que peut faire un enfant, et un enfant dans une habitation, mais une découverte brouillée finalement, avec une netteté trouble, liée au fait que les gens qui sont nés dans une habitation sont nés ensemble mais séparés. Et séparés par justement une sorte de vitre invisible. Or, et c'est ça toute la force et la radicalité photographique de ce travail, c'est que c'est par la photographie qu'il va découvrir, qu'il va matérialiser, qu'il va visualiser finalement, non pas ce qu'il ne voit pas, mais le filtre qui l'empêche de voir ceux avec qui il vit, mais qui sont là sans être là finalement, comme s'ils étaient séparés très concrètement, puisque les camarades d'enfance ne franchissent pas le seuil de l'habitation où le photographe, lui, a sa chambre d'enfant. Et cette première photo Rêve d'enfance nous donne finalement comme une sorte d'œil photographe, comme chez Dziga Vertov, il y avait l'homme à la caméra qui a une sorte de caméra à la place de la pensée, des sens et du regard. Là, c'est un objectif photographique qui tient lieu de regard, c'est-à-dire, or cet objectif ne fonctionne pas d'abord comme ouverture sur le monde environnant, mais au contraire comme ce qui révèle le filtre qui empêche la présence aux autres et à l'environnement dans lequel pourtant on se trouve apparemment en commun. Donc ça c'est le premier moment de l'exposition, et cette vitre invisible se termine par une photo qui s'appelle La foule, où on commence à deviner à travers le filtre la possibilité d'une ouverture. Et donc l'objectif photographique va à la fois rendre visible ce qui faisait écran, l'écran qui rendait invisible le visible, et en même temps faire naître la promesse, la possibilité d'une ouverture. Ce que matérialise très bien cette dernière photo de cette série qui s'appelle La foule, où on devine un peuple comme ça en train d'apparaître tout en continuant d'être brouillé. Le deuxième moment, le deuxième chapitre, pourrait-on dire, s'appelle Approche, c'est-à-dire que on n'accède pas comme ça de cette communauté impossible avec ses prochains à directement un face-à-face. Il faut passer par ce qu'on appellerait une ellipse, et donc le photographe va tourner autour du pays sans aborder les gens de face directement, mais à partir de leur lieu d'habitation, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils portent comme habit. Donc ça va être comme ça toute une sorte d'ellipse photographique qui commence à rendre présent la personne humaine, mais dans son absence, comme une sorte d'hors-champ, si on peut dire, photographique. Et le sommet de ce moment-là, c'est la dernière photo qui s'appelle L'homme invisible, où finalement la présence humaine de l'ouvrier dont on ne voit que les habits et le chapeau les habits en train de sécher sur un fil à linge, est présent dans son absence. Et ça clôt ce deuxième moment de l'approche du pays qui est une ellipse. Et arrive enfin le troisième et dernier moment qui est l'apogée de l'art photographique de Delagarrigue, qui est l'heure du portrait. Parce qu'il faut bien comprendre que dans l'histoire de l'art occidental, le portrait a été déclaré et réputé une chose du passé, une chose datée, et en photographie notamment, le portrait n'est vraiment plus à la mode, c'est le moins qu'on puisse dire, en tous les cas en art. Et on a au contraire travaillé à défaire la figure humaine, à la déconstruire, comme si l'homme était fatigué de lui-même et de sa propre présence. Mais ça, c'est une histoire qui n'a aucun sens aux Antilles et aux Antilles françaises, où au contraire, la conquête de la présence humaine reste une tâche et non pas un acquis. Quand on dit droit de l'homme, en Europe, c'est aujourd'hui comme un acquis, une évidence pour l'homme européen. Mais pour l'homme martiniquais, avec l'histoire des siècles d'esclavage et de ce que Chamoiseau appelle le déshumain, eh bien au contraire, la conquête de l'humain est une tâche. Et par conséquent, le portrait constitue non pas un archaïsme, mais une sorte de tâche impossible. Comment accéder au portrait photographique pour des gens
qui n'ont été réduits pendant des siècles qu'au statut de choses que l'on vendait sur les marchés au même prix que la viande salée, etc. Et là, je voudrais m'arrêter sur deux photos de cette série en particulier. D'abord, le portrait de Césaire. Pourquoi le portrait de Césaire? D'abord pour une raison photographique, c'est que vous remarquerez que c'est une plongée. Il est fait en plongée, c'est-à-dire il est pris de haut. Or, la technique de la plongée, au cinéma ou en photo, a pour effet d'écraser le sujet qu'elle photographie puisqu'il est vu de haut. Or, la grande prouesse photographique de ce portrait, c'est de nous dire que on ne voit pas de haut un visage. Un visage ne se voit pas de haut. Si bien que cette plongée ne nous donne pas un Césaire écrasé ou rabougri, mais un Césaire debout, un Césaire horizontal qui nous regarde et que nous regardons. Et c'est ça la grande force de ces portraits, c'est que tout d'un coup nous accédons à la contemporanéité des portraits, des visages. C'est-à-dire que le visage qui est photographié a un regard, nous regarde, l'image nous regarde, mais en même temps nous regardons ce visage. Il y a une sorte de contemporanéité qui était une contemporanéité des visages jusque-là impossible, puisque le regard était unilatéral, c'était le regard du colon sur des forces de travail finalement, sur des outils de travail. Et voilà que tout d'un coup la présence humaine se redresse, mais ne se redresse pas pour inverser le rapport, mais dans un rapport justement de réciprocité. Le regard et la souveraineté du regard devient réciproque. Et ça on le voit très bien dans ce paradoxe du portrait de Césaire en plongée. L'autre chose que je voudrais signaler à propos du portrait de Césaire, c'est qu'au fond, on voit un tambour bélé, qui est typique de Martinique et qui est bien sûr directement relié au rythme d'Afrique. Et donc ce portrait a sa complexité. Il ne faut pas s'arrêter seulement sur le regard très présent de Césaire, mais que le regard prenne le regard du regardeur, pour le coup du visiteur de l'exposition, prenne le temps de s'attarder, de parcourir les quatre coins de l'image et de ne pas rater ce tambour en fond, flou, mais présent, recréant un lien comme ça avec la négritude, justement, incarnée par ce tambour. Ce qui m'amène au deuxième portrait sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est le portrait de Monseigneur Méranville, qui était l'évêque de Fort-de-France, donc un homme d'église, et on le voit là avec des tas de croix au mur, sur son vêtement. Bon, voilà, il est un homme d'église et il est comme ça saisi dans sa fonction d'homme d'église. Mais là où le portrait est très fort, c'est que si l'on regarde bien, un homme d'église dans le christianisme, c'est celui à travers qui la lumière passe, puisque pour le chrétien, Dieu est lumière. Or, il est donc celui qui fait la médiation entre la lumière divine et les hommes, et il est le porteur, l'ambassadeur sur terre de la lumière divine. Or, si vous regardez bien, sur le côté du trait, il y a un guéridon avec une figurine, et cette figurine posée sur le guéridon crée une ombre sur le mur qui fait une croix. Et donc cette croix en ombre est une croix de lumière, puisque c'est un produit de la lumière. C'est comme si la lumière divine elle-même avait produit cette croix. Si bien qu'à côté de toutes les croix matérielles que l'on voit évidemment, se cache une autre croix, la vraie croix, la croix de lumière, cette ombre en croix, et qui donne l'esprit profond du portrait, et qui nous donne une clé pour regarder les photographies de la Garrigue, à savoir ce qu'on pourrait appeler le champ aveugle, c'est-à-dire qu'il a la malice de loger l'essentiel de l'esprit d'une photo là où précisément le regard ne va pas s'attarder mais va glisser. Et il y a fort à parier que le visiteur va glisser, va regarder le portrait et puis va manquer cette croix de lumière qui n'est qu'une ombre sur le côté, mais c'est pourtant là que se loge l'essentiel. Et c'est une sorte de leçon de pédagogie comme l'art de regarder la photo. C'est-à-dire la photo est un art, mais nous ne pourrons la regarder comme art que si nous avons l'art de regarder la photographie en faisant que notre regard s'attarde, parce que l'on est dans une civilisation du tout image, mais finalement plus personne ne prend le temps de regarder une image. Donc s'attarder, prendre le temps, faire le tour de l'image et essayer de ne pas manquer l'esprit de la photo, l'esprit du portrait, qui n'est pas forcément logé dans l'évidence même de la photo, mais ailleurs. Et donc tout ce parcours donne l'idée que cet enfant né dans une habitation, on appelait les habitants, les colons des habitants, d'où les habitations. Finalement, ces habitations étaient pour cet enfant plutôt hantées qu'habitées, hantées par ces présences absentes,
et comment il a conquis par la photographie, par la relation photographique, une coprésence, une contemporanéité qui fait que les photographies sont des photographies habitées.